L'actualité à la une ce soir, le gouvernement invité par ses partenaires à améliorer la gouvernance des projets et programmes en cours au Burkina. C'est l'une des conclusions de la revue conjointe du portefeuille des projets et programmes débutée ce mardi. Les détails dans cette édition. Les compétitions se poursuivent à la Semaine nationale de la culture en poule adultes et jeunes pour le Grand Prix national des arts et des lettres. Nous serons en direct de Bobo Dioulasso pour en parler. Christine Koulibaly nous attend sur place. Et puis des épouses des corps habillés contre le décès de femmes en couche au Burkina. L'Union a marché mardi pour dénoncer la mort de Zourata Pamtaba le 16 mars à Yalgado et Draogo. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Le soutien de la Bourse régionale des valeurs mobilières au peuple burkinabé après les attentats du 15 janvier. Les responsables ont dit aujourd'hui au président du Faso, ils disent être venus prendre conseil auprès de Roch-Marc Christian Kaboré, Yacouba Gamene et Omar Zombré. Le président des conseils d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM et sa délégation chez le président du Faso, Pierre Goudiaby, dit être venu marquer son soutien au Burkina Faso après les tragiques événements de janvier dernier et aussi demander conseil sur des chantiers en vue. Le premier, c'est comment organiser les petites et moyennes entreprises pour qu'en grappe, ensemble, elles puissent venir se faire coter à la bourse. Le deuxième chantier, qui est, j'allais dire, aussi important, c'est de voir comment nous allons faire pour mobiliser l'épargne de la diaspora. Et vous le savez, vous avez une diaspora qui est très dynamique et il est bon que nous essayions de voir comment fédérer ces énergies-là. Pierre Goudiaby a fait part des performances de sa structure au cours de cet échange avec Roch-Marc Christian Kaboré. Des performances qui la classe première en Afrique grâce à une progression de plus de 17%. Et pour permettre aux entreprises burkinabées de grandir et de se faire coter en bourse, le gouvernement s'engage à lutter contre la fraude et la concurrence déloyale. Ce sont les déclarations du Premier ministre. En visite dans les sociétés de Bobo Dioulasso, Paul Kabatieba s'est rendu à la Sofitex et à Filsa, les deux sociétés qui interviennent dans le domaine du coton. Karim Ilboudo, Karim Sissé. La concurrence déloyale et la fraude sont des facteurs qui entravent le rayonnement du secteur industriel au Burkina Faso. C'est le constat fait par le Premier ministre lors de sa tournée dans quelques unités de la capitale économique. Ici à 1h, même si les activités ont repris, l'écoulement des produits pose problème. À la SNSTEC, ce stock de bidons d'huile en dit long sur l'état de la vente. Les premières mesures qui ont commencé à être mises en place au niveau des contrôles Cotecna et Sylvie en vertu du respect de la réglementation des importations et de la production d'une huile d'une manière générale ne peuvent que nous bénéficier. Donc on ne peut qu'encourager le gouvernement à poursuivre et à le remercier pour l'application de ces dispositions. À la Sofitex, tout comme à la filature du Sahel Filsa, la situation est au beau fixe. Paul Kabatieba a pu visiter quelques compartiments de ces unités et s'enquérir de leur santé économique. Filsa se porte bien, transporté par les opportunités qui se présentent à son activité. Vous savez que dans notre pays, il y a un engouement qui revient et une décision a été prise, le port du Faso d'Anfani, qui est une perspective importante pour nous. Pour le visiteur du jour, cette tournée vise à prendre connaissance des difficultés que rencontrent ces usines et les encourager à aller de l'avant. Nous allons poursuivre la politique industrielle. Nous allons poursuivre une politique industrielle et une politique économique basée d'abord sur l'augmentation de la production, de la productivité et également de la transformation structurelle de l'économie. En dehors de ces unités industrielles, le Premier ministre s'est rendu au centre de formation professionnelle industrielle de Bobo Dioulasso et à l'hôpital Sourosanu. Le Premier ministre a par la suite lancé les activités du Centre régional pour les arts vivants en Afrique. La structure doit servir de cadre pour la protection et la promotion des arts de spectacle. Martin Zerbo, Moumouni Barou.
Basé à Bobo Dioulasso, le Centre régional pour les arts vivants en Afrique, CERAV Afrique, vient de donner officiellement le top du départ de ses activités. À travers cette structure, le Burkina Faso se donne ainsi un nouveau moyen, une nouvelle opportunité de consolider ses assises et son leadership sur l'échiquier culturel régional. C'est un centre de catégorie 2 de l'UNESCO pour la culture, dont la mission spécifique, c'est d'œuvrer à la promotion des arts du spectacle ainsi que le cinéma et l'audiovisuel. L'une des missions fondamentales assignées à ce centre, c'est de suivre à l'échelle de la région Afrique la mise en œuvre de la grande convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. La République de Côte d'Ivoire est l'invitée de marque à cette cérémonie. À l'occasion, elle est venue avec une troupe culturelle, histoire donc de montrer son savoir-faire. Toute chose qui vient consolider davantage les relations de fraternité entre les deux pays voisins. C'est très symbolique, ça magnifie non seulement la culture ivoirienne, mais en même temps, ça célèbre l'amitié et la fraternité entre nos peuples. Placé sous l'égide de l'UNESCO, le CERAV Afrique œuvrera pour le renforcement des partenariats avec les acteurs culturels des pays membres. Et pour l'instant, la République du Congo, le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont les États adhérents. Le Burkina et ses partenaires font le point des projets et programmes en cours. 3 institutions financières sont réunies autour des responsables du ministère de l'économie et des finances pour voir l'efficacité des activités qu'elles financent. Explication, Pascal Canet, Roger Cam. Ils se sont parlé toute la journée. Et ils sont tous d'accord, il y a bien des difficultés dans l'exécution des projets et programmes financés par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Fonds international pour le développement agricole, FIDA. Cette journée de revue est mise à profit pour aplanir ces difficultés. À l'issue de cette 4e revue, des projets et programmes, il y aura bien des changements de part et d'autre. C'est à l'État de se donner les moyens de faire avancer les choses et de donner des sanctions positives ou négatives selon les performances des projets et programmes et selon les performances des hommes et des femmes qui sont derrière les projets et les programmes, qui doivent animer la vie des projets et des programmes. À la fin de cette journée de critique et d'évaluation, tous saluent la tenue de cette revue conjointe. Pour nous, ceci est un signal fort pour aller de l'avant, tirer les leçons de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et surtout comment améliorer les taux d'exécution de nos projets et programmes pour que ceux-ci puissent profiter aux populations bénéficiaires. Le ministre de l'économie, des finances et du développement salue encore une fois de plus l'engagement de la Banque mondiale, de la BAD et du FIDA aux côtés du gouvernement burkinabé. Elle prend aussi l'engagement de faire en sorte que l'administration publique soit plus diligente dans le traitement des dossiers et mettre les compétences nécessaires dans les projets et programmes de développement. Grâce à ses partenaires, justement, les agences de l'eau, des cascades et du Mouhoun ont un schéma directeur. C'est un plan qui doit guider leurs actions. Le lancement a eu lieu à Dédougou. Aïcha Dianda, Nayalagdopol, Sawadogo. Schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, des espaces de compétences, des agences de l'eau des cascades et du Mouhoun en mai. Les acteurs du secteur eau de ces agences disposent désormais d'un référentiel pour mieux gérer les ressources en eau en concertation avec l'ensemble des partenaires. Et ce document est un document de planification et d'orientation sur les ressources en eau dans les 2 bassins. Et le contenu de ces documents, de manière grosso modo, il y a des enjeux, il y a des questions importantes qui se sont posées et il y a des actions qui sont préconisées donc pour pouvoir résoudre durablement les problématiques de ressources en eau en termes d'infrastructures à réaliser, en termes de gestion des ressources en eau, en termes de gouvernance de ressources en eau, donc pour que nous puissions utiliser l'eau, donc pour que tous les usagers gagnent et pour que aussi pour les générations futures puissent gagner. Les usagers de l'eau ont un rôle important à jouer et la finalité de ces schémas est d'aboutir à une gestion équilibrée et durable des ressources en eau des bassins du Mouhoun et de la Comoé. C'est un document d'orientation et de mise en œuvre. Maintenant, ces documents nécessairement seront appelés à évoluer en fonction aussi de l'évolution des ressources naturelles, en fonction de l'évolution du comportement des usagers et de leur bienséance.
Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau des agences de l'eau du Mouhoun et des Cascades ont été élaborés puis adoptés en Conseil des ministres en juillet 2015. Et le ministre Ambroise Ouedraogo, que vous avez aperçu tout à l'heure, est notre invité pour parler de la question de l'eau, et cette fois dans le domaine de l'eau potable. Et il faut noter donc la volonté du président du Faso d'apporter l'eau potable dans les ménages. Ce 31 mars, Roch-Marc Christian Kaboré va lancer son programme d'urgence eau et assainissement. Et pour en parler, nous sommes donc avec le ministre de l'eau et de l'assainissement, M. Ambroise Ouedraogo. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, M. Gongo. Alors, dans ce programme, il est prévu 1153 forages, 65 adductions d'eau potable simplifiée dans les 13 régions, 91 forages, 50 000 latrines, et tout cela en un an. Tout à fait. Est-ce que d'abord c'est réaliste? C'est tout à fait réaliste. Je dirais même que vous n'avez même pas tous les chiffres. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes se sont focalisées sur les 1153 forages. En réalité, on a 1355 forages anciens et nouveaux. En réalité, on a 84 AEPS anciens et nouveaux. On a même des barrages qui sont prévus dans le cadre de ce programme. Et tout cela en un an. Laissez-moi arriver, on a des puisards, on a des latrines, on a tout ça, c'est en un an. Mais rassurez-vous, en réalité, le processus est en cours. Tous ces chiffres, ils sont sortis sur la base de la capacité de mobilisation de financement du gouvernement, de la capacité technique et aussi des acteurs sur le terrain. Donc nous partons confiants. La question qu'on se pose, c'est ça, sur le terrain, comment ça se passe? Voilà, je vais vous expliquer. Et tout à fait, vous avez raison. Nous avons dit un an calendaire. Peut-être dans 3 mois, on fera un point à mi-parcours. Peut-être dans 6 mois, on fera un point à mi-chemin. Il n'y a pas de problème. Nous sommes disposés à le faire. C'est vrai, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Nous sommes l'administration, mais retenez qu'en réalité, ces ouvrages sont dispersés dans les 13 régions de notre pays. Si bien que tout ça, ça va faire l'objet d'attribution à plusieurs entreprises. Des entreprises de travaux, des entreprises de contrôle. Certains vont faire les latrines, d'autres vont faire les puisards, certains vont faire les forages. En réalité, ça va être dispersé. C'est parce qu'on a agrégé tout ça pour sortir, en fait, l'envergure du programme. Est-ce qu'il ne faut pas craindre, Monsieur le ministre, finalement, que dans le souci de faire tout cela tout de suite et maintenant, que cela joue finalement sur la qualité des infrastructures? Non, rassurez-vous, les acteurs ont une longue pratique dans ce genre d'ouvrage. Sachez qu'il y a 3 parties. D'abord, il y a nous, le maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage, comme vous voudrez. Ça part du niveau central jusqu'au niveau régional et des fois, ça descend même jusqu'au niveau provincial. Il y a un ingénieur contrôle. Ça veut dire qu'il y a un bureau de contrôle que nous recrutons pour assurer le contrôle de la mise en œuvre de ces ouvrages. Et il y a l'entrepreneur, parce que ne vous en faites pas, j'entends des bruits à droite, à gauche, c'est bien, on peut jaser, on peut affabuler, mais nous attendons tout le monde. Que les gens ne s'en fassent pas. Il y a beaucoup et assez de travail pour tout le monde. Ça, ce n'est que le programme d'urgence. Il y aura encore le programme ordinaire. Mais pour vous dire, nous allons ouvrir des listes noires, ce qu'on appelle les blacklists. Ça veut dire que toute entreprise, tout concessionnaire, tout partenaire qui exécute mal ses ouvrages à partir de maintenant sera inscrit sur une liste noire. Ça, c'est une volonté. L'entreprise ne pourra plus bénéficier. Pas du tout, sera sanctionné. Parallèlement, nous allons aussi ouvrir, si vous voulez, des listes argent. Ceux qui les auront bien fait, sur la base d'un certain nombre de clés, ils seront inscrits. Je crois que là, ça va inciter les uns et les autres à avoir un devoir de redevabilité. Donc, je crois qu'avec toutes ces chaînes de succession de contrôle, pas que bon, un forage, un machin ici peut être mal exécuté, ça peut arriver, mais ça ne doit pas être la règle. Et nous allons y veiller, parce que nous souffrons tous. Nous sommes tous affectés de ces ouvrages mal exécutés ou non exécutés dans le temps, parce que c'est pour des besoins d'usagers. Tant qu'ils n'ont pas l'ouvrage, le problème n'est pas réglé. Et tout cela, est-ce que les fonds finalement sont disponibles? Oui, les fonds sont totalement disponibles, sauf le volet barrage. Le volet barrage, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut passer par la phase étude. Pour cette année, c'est 8,7 milliards et c'est totalement mobilisé à travers l'appui budgétaire sectoriel. Les fonds sont disponibles. Alors donc,
La cérémonie de lancement, c'est le 31. Concrètement, comment les choses seront agencées ce jour-là? Oui, bon, effectivement, c'est une cérémonie majeure dans la mesure où c'est, quoi qu'on dise, c'est à cela la première sortie populaire d'envergure du chef de l'État depuis son installation et dans un secteur qui est très demandeur comme celui de l'eau. Ce que nous allons faire, nous allons effectivement, c'est déjà fait, inviter un certain nombre de partenaires que nous puissions présenter ce dont on est en train de parler, l'envergure des travaux, le mode de financement, comment ça va se faire, comment ça va être suivi. Et permettre aussi au chef de l'État ce jour-là de façon précise de lancer effectivement le programme. Pour qu'on sache que c'est le point de départ. 6 mois après, 1 an après, rappelez-nous, on viendra faire le point. Deuxièmement, il y a d'autres cérémonies annexes. Nous avons un musée de l'eau que nous allons faire visiter parce que ce n'est pas souvent très connu et c'est des occasions. Nous aurons des stands. Nous aurons une cérémonie de lavage des mains. Parce que dans le secteur de l'assainissement, on démontre que se laver les mains régulièrement, ce n'est pas seulement pour manger ou après avoir mangé. Il faut se laver les mains régulièrement et ça suit tout un cérémonial. Et je vous assure, ça apporte beaucoup à la santé quotidienne. On vous a compris. Merci d'être venu nous voir, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Aussi vous interpeller lorsque besoin sera. Ce sera avec plaisir. Merci d'être venu nous voir. Je rappelle que nous recevions Monsieur Ambroise Ouedraogo, ministre de l'eau et de l'assainissement. La suite de ce journal, et vous restez avec nous, Monsieur le ministre. Direction donc à Bobo Dioulasso, où nous retrouvons Christine Koulibaly qui s'est positionnée à la Maison de la Culture. Bonsoir Christine. Bonsoir Simon. Voilà, donc vous êtes à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso où se déroule actuellement la Semaine nationale de la culture pour ce qui est en tout cas de la compétition, des jeux pénals on va dire. Alors les compétitions battent leur plein en ce moment. C'est bien le cas, mais il faut dire que cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture connaît de nombreuses innovations. Dans la catégorie art plastique, par exemple, la discipline art composite a été supprimée. Également, dans le souci de la professionnalisation et de la spécialisation des acteurs, un artiste ne peut prendre part à la compétition qu'avec un groupe et ne peut se présenter que dans une discipline. Les critères et barèmes de notation ont aussi été revus pour leur apporter plus de précision. Voilà des critères que le jury a donc dû prendre en compte hier pour la 3e nuit des jeux pénals. Et justement, 12 groupes artistiques, Christine Koulibaly, ont presté hier à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso au 3e jour des compétitions. Nous suivons cela avec Drissa Ilboudo et Mounira Kéré. Une chorégraphie qui raconte l'histoire d'un chômeur désemparé, un slam qui parle d'intégrité et de cohésion sociale. En tout, 12 groupes artistiques ont rivalisé de talent dans la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titia Mansano. Les thèmes abordés, l'alcool, le tabac, la condition de la femme et le chômage des jeunes. On a parlé de l'injustice en fait. Je viens de perdre mon boulot et mon enfant ne pourra plus aller à l'école. Donc c'est pour interpeller, ne pas laisser les enfants dans la rue. Vous voyez, il est devenu bandit. Au-delà du thème, c'est la créativité et l'originalité des œuvres qui retiennent l'attention du public et du jury. La compétition a un très bon niveau. On a des œuvres de très belle facture dans tous les domaines. Nous sommes tous les soirs vraiment émerveillés de voir les œuvres que nous proposent les artistes. J'ai aimé ce soir les spectacles qui sont passés là. Vraiment, je trouve que bon, il y a toutes sortes de niveaux, il y en a aussi qui sont mieux, il y en a aussi, mais en général, c'était bien. La compétition a duré 3 heures et a permis aux différents groupes artistiques de montrer leur savoir-faire. Chacun a donné le meilleur de lui-même et dit attendre la délibération avec sérénité. Leur espoir est de remporter le Grand Prix national des arts et des lettres, édition 2016. Côté jeune Christine Koulibaly, il faut dire aussi que la compétition bat son plein et ce qu'il faut noter, c'est que les troupes ne tarissent pas de créativité pour impressionner les jurys. Et c'était en danse traditionnelle et en ballet. Revivons les temps forts de cette compétition pour le jeunes. C'est avec Jean-Eudes Bayala et Isia Kanana.
Ces troupes ont rivalisé de talent sur des rythmes du terroir national. Des prestations qui ont émerveillé le public. C'est très beau, en tout cas j'apprécie, c'est bien, les enfants sont très talentueux, ils dansent bien, c'est agréable à voir, c'est bon. Je pense qu'en arrière-plan, il y a un travail qui a été fait. En tout cas, je suis très heureux de voir les troupes rivaliser des talents sur le podium de la SNC. Un spectacle bien apprécié certes, mais sous l'œil du jury, certaines imperfections restent à relever. Ils s'entraînent dans des conditions qui n'est pas forcément celles de la grande salle ici. Et donc vraiment, il y a des problèmes d'occupation de la scène, il y a des problèmes aussi d'écho de la salle qui fait que souvent il y a des décalages. Bon, il y a des gens qui souvent aussi regardent les autres pour suivre. Donc problème de performance. Mais vraiment, on voit que vraiment ils se donnent à fond. Des jeunes talents qui ne demandent qu'à être bien encadrés pour une relève de la culture burkinabé, reconnaît tout de même le jury. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans cette compétition, on doit prendre en compte la littérature. Effectivement, dans la catégorie littérature française qui comprend 3 disciplines, le roman, la poésie et la nouvelle, le plus jeune candidat est en classe de seconde. Romary Zita Sanou, lui a 18 ans et est élève en première. Il a déjà dans les rayons des bibliothèques sa première œuvre qui s'intitule « Dans les regrets d'une grève ». Dans ce roman, Romaric aborde bien d'autres mots qui minent la société burkinabé. Son portrait nous est dressé par Martin Zerbo et Ali Traoré. Il n'a que 18 ans, mais il fait déjà partie de l'univers des écrivains. Avec son roman de 87 pages intitulé « Les regrets d'une grève », Romaric Zita Sanou force l'admiration chez ses camarades. D'abord, c'est une grande joie pour moi d'avoir pu mettre sur le marché une œuvre. Je veux que cette œuvre contribue vraiment à ce que règne la paix au Burkina, à ce que le Burkina puisse se développer. C'est guidé par cette ambition que notre jeune écrivain aborde dans son roman des thèmes sur la grève en milieu scolaire, l'abandon scolaire au profit de l'orpaillage et l'excision. C'est surtout interpeller mes camarades et les sensibiliser à éviter ces grèves inutiles qui ne nous amènent à nulle part. Et bien sûr, ça nous amène au désarroi seulement. Avec son œuvre, Romaric aurait voulu participer aux compétitions littéraires de cette 18e édition de la SNC. Mais son roman ne remplit pas les critères. C'est un roman de 87 pages et à la compétition du GPNAL, on demande un roman de 100 pages. Donc, je ne pouvais pas participer à cette compétition. Romaric espère qu'avec son œuvre qui est en chantier, il pourra participer aux prochaines éditions et pourquoi pas remporter le premier prix. Simon, j'ai sur ce plateau une invitée, il s'agit de Honorine Saré, elle est présidente du jury dans la discipline nouvelle. Madame Saré, bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous venez de suivre avec nous le reportage sur ce jeune écrivain. Que pensez-vous des jeunes qui se lancent dans l'écriture en tant qu'enseignante? Il faut dire que par rapport au GPNAL et par rapport à ma petite expérience, il faut dire que le public et les écrivains de façon générale sont de plus en plus jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui est à louer. Et il faut noter aussi qu'il y a la présence des femmes de plus en plus. Donc on peut dire que les écrivains sont de plus en plus jeunes et les femmes s'intéressent de plus en plus aux différents genres dans le GPNAL. En tant qu'enseignante, vous encouragez les jeunes à se lancer dans cette aventure qu'est l'écriture? Tout à fait. Le travail que je fais ici à la SNC rentre en ligne de compte d'un de mes cours de première et de deuxième année intitulé « Littérature burkinabé écrite ». Donc dans ce cours, nous sommes donc amenés à parler de nos écrivains dans tous les genres confondus.
Alors, pour cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture, que pensez-vous des œuvres qui sont présentes dans la discipline nouvelle? Bon, dans la discipline nouvelle, tout comme il y a 2 ans de cela, nous avons eu donc à instruire 30 recueils de nouvelles. 30 recueils de nouvelles. Il faut dire que parmi ces nouvelles, il y a des nouvelles qui sont de bonne facture, mais il y a des nouvelles dont la qualité reste encore à désirer. C'est-à-dire que ces écrivains en herbe ont encore un peu de travail à faire quant à la maîtrise des critères du genre nouvelle. Mais il en est de même pour tous les autres genres. Il y a d'abord une maîtrise des critères à faire avant donc vraiment de prétendre compétir. Alors, à quel niveau vous êtes dans votre jury? On sait que la compétition est au 4e jour aujourd'hui. Est-ce que les choses avancent dans votre jury? Il faut dire que le travail a été fait. Le travail a été fait avant même qu'on arrive ici à Bobo. Dans le jury nouvelle, nous avons eu plusieurs séances de travail. Le jury est composé de 2 enseignants de l'université. Il y a le professeur Roch Privat Soba et moi-même, qui sommes donc du département de lettres modernes. Et il y a 2 nouvellistes, Adamou Kantakba et Marie Tchenderbeogo. Et nous avons donc peaufiné le travail depuis Ouagadougou. Et avant-hier, hier, nous avons eu une mise en commun de tous les travaux par rapport au G pénal. Et nous sommes fin prêts. La délibération est faite. Okay. On attend la proclamation. Vous avez certainement retenu des observations à l'endroit des écrivains en herbe, comme vous l'avez tantôt évoqué. Comme chaque année, il y a des observations. C'est comme je l'ai dit, une nouvelle, ce n'est pas un conte. Une nouvelle, ce n'est pas un roman. La nouvelle se caractérise par sa densité et sa brièveté. Il faut aussi construire une intrigue. Et je crois que il y a chaque année les critères qu'on élabore pour que les uns et les autres puissent suivre. Mais bon, il y en a qui donnent l'impression d'avoir rédigé leurs nouvelles un peu dans la précipitation. Il y en a qui n'ont pas vraiment eu le temps, ça se sent tout de suite dès qu'on aborde la nouvelle. Mais je crois que bon, parmi tous ces écrivains en herbe, il y a ceux-là qui se distinguent. Et nous en avons distingué. Merci bien, Madame Saré. Voilà, Simon, ce qu'on pouvait dire ici à Bobo-Dioulasso. Je vous rends l'antenne. Pour ceux qui sont à Bobo-Dioulasso, ils peuvent toujours se rendre dans les salles de spectacle où la fête se poursuit. Quant à nous, on se dit à demain. À demain. Merci à vous, Christine Koulibaly, et à toute l'équipe technique déployée à Bobo-Dioulasso. La suite de cette édition, une dizaine de ministères transfèrent leurs compétences aux collectivités. La convention a été signée ce matin à Ouagadougou entre ministères concernés et les représentants des collectivités. Adama Guiti et Zalissa Sanfo. J'adhère et je m'engage. Voici le sens de toutes ces signatures. Une dizaine de départements ministériels fait ainsi acte de bonne foi pour transférer de nouvelles compétences et pour accompagner le processus de décentralisation amorcé depuis 1991 au Burkina Faso. Ces protocoles d'accord paraphés ici définissent aussi les compétences ainsi que les ressources transférées. Les maires, à partir de ce que nous venons de faire ce matin, auront toute la latitude et sauront exactement ce qu'ils doivent faire et ce que les autres partenaires qui doivent les accompagner doivent faire et ce que nous, ministres, nous devons faire pour accompagner avec succès ce processus de décentralisation. L'initiative est louable et elle plaît, mais c'est surtout les nouvelles compétences transférées qui captent l'attention des collectivités territoriales. La question portant sur les sports et loisirs, par exemple, c'était un domaine qui n'était pas tellement appréhendé au niveau des collectivités, notamment la question de la jeunesse également, la formation professionnelle. Adhésion et engagement, d'accord. Mais il faudra attendre après les élections municipales du 22 mai prochain pour voir la mise en œuvre. Et puis depuis novembre 2014, justement, les collectivités sont dirigées par des délégations spéciales. Qu'est-ce qu'une délégation spéciale? Comment elle fonctionne? Les réponses avec Paul-David Bambara et Nyarkiteda. La délégation spéciale est une commission administrative composée de membres nommés dans une collectivité donnée.
Sa mission est d'assurer l'administration de la dite collectivité. Au Burkina Faso, la délégation spéciale a toujours existé dans l'histoire de la décentralisation. La décentralisation a été quasiment consubstantielle à la construction de l'État au Burkina Faso, depuis les premières communes Ouaga et Bobo jusqu'aux différentes ruptures que l'on a connues sous la Première République, sous la Misana, sous le Conseil national de la Révolution, et encore depuis 1991, avec le retour de la démocratie et la réaffirmation du rôle de la décentralisation en tant que mode de gouvernance des collectivités. Une collectivité territoriale est dirigée par délégation spéciale lorsque 3 situations se présentent. D'abord, lorsqu'il y a eu dissolution de l'organe délibérant de la collectivité, le conseil régional ou le conseil municipal lorsqu'il est dissous, ou lorsque le conseil de la collectivité ne peut se réunir du fait de la démission de ses membres, ou lorsqu'il y a eu annulation de l'élection des membres du conseil de la collectivité. La délégation spéciale est alors mise en place pour assurer l'administration de la collectivité en offrant les services de base à la population. Depuis novembre 2014 et à la suite de l'installation populaire, toutes les 351 communes et les 13 conseils régionaux fonctionnent sous délégation spéciale avec leurs forces, mais aussi des faiblesses. La véritable force a été d'avoir permis justement d'assurer cette continuité-là, de satisfaire aux besoins essentiels des populations. Bon, les faiblesses, véritablement, ce n'est jamais de gaieté de cœur que l'on met en place les délégations spéciales, parce que elles apparaissent comme étant un recul du processus de décentralisation. Comme vous le savez, dans une décentralisation, les organes doivent être élus. Qu'à cela ne tienne, l'ensemble des délégations spéciales ont aussi tiré leur épingle du jeu au dire du directeur général des libertés et des affaires politiques. Les collectivités territoriales seront rétablies à l'issue des élections locales du 22 mai prochain avec les conseils municipaux et régionaux. Et puis l'Union des administrateurs civils du Burkina dit éprouver des difficultés à rencontrer son ministre. Faut répondre le ministère qui explique leur avoir rencontré. Des administrateurs civils étaient en sitting ce matin à Ouagadougou devant leur ministère de tutelle. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, notamment les éditions de demain. Et puis l'autre point de l'actualité, l'Union des épouses des corps habillés dénonce la défaillance du personnel soignant et le non-respect des femmes enceintes dans les structures sanitaires. Ces membres ont organisé une marche pour se faire entendre ce mardi après le décès de Zourata Pamtaba en couche le 16 mars dernier. Paul David Bambara, Moukondabire. La femme ne doit périr en donnant la vie. C'est le message scanné par l'Union des épouses des corps habillés du Burkina. Et en soutien à Zourata Nana, l'une de leurs décédées le 16 mars à l'hôpital Dialgado Ouedraogo, elles ont battu le pavé pour dénoncer les exactions que subissent les femmes enceintes dans les centres de santé. Au ministre chargé de la femme, les manifestants ont demandé que la lumière soit faite sur ce qu'il convient d'appeler désormais l'affaire Zourata Nana. Nous demandons que les enquêtes soient dirigées sur le dernier cas malheureux de Mme Pamtaba Zourata, et que des mesures soient prises pour que les éventuels auteurs soient sanctionnés. En solidarité aux marcheurs, la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille les a invités à réfléchir aux actions à entreprendre pour l'épanouissement de la femme burkinabé. La joie de donner la vie ne doit nullement se transformer en drame pour la famille, la communauté et la nation. Je vous rassure que vos doléances seront transmises à qui de droit. En effet, Zourata Nana, du nom de l'épouse du policier et comédien Adama Pamtaba, a trouvé la mort le 16 mars suite à un accouchement à l'hôpital Dialgado Ouedraogo. Un décès consécutif à des traitements dégradants qu'elle aurait subis. Et l'élément déclencheur, selon son époux, est sa chute de la table d'accouchement à plus d'1 mètre de hauteur. On m'a remis un bulletin d'examen de sang. J'ai pris en fait un bulletin, un bon pour un tube pour prélèvement sanguin. C'est au retour maintenant de cela que je vois une stagiaire qui court, toute affolée là, et qui m'appelle. Alors elle est à grands pas, je la suis, on arrive, on rentre dans les box d'accouchement, et c'est là que j'ai trouvé. Je trouve ma femme sur le dos, le front enflé, bon, la bouche ensanglantée,
Mais ce qui choque le plus ce policier municipal, c'est l'attitude de certains agents du personnel soignant. Presque tous ceux qui étaient dans le couloir, près d'une vingtaine de personnes, tout le monde a fui la laisser toute seule dans le couloir, couchée. Je les ai dit non, je ne supporte pas ça. Je vous en prie, amenez-la en chose, à la mort. Sa femme et son fils morts, Adama Pamtaba compte prendre désormais son bâton de pèlerin et de lutter auprès des activistes pour mettre fin aux dérives dans les services publics et particulièrement dans les hôpitaux. Du sport et football, les étalons du Burkina ont fait match nul cet après-midi à Kampala face aux Cranes de l'Ouganda. Nous retrouvons Daba Kini en direct de Kampala. Bonsoir Kini. Bonsoir Simon Bongo. Alors, à l'issue de cette rencontre, quelle analyse faites-vous justement de ce match? Alors, un très beau match, il faut le dire, un match historique pour les étalons du Burkina, parce qu'au départ, on ne vendait pas très cher la peau, et donc des étalons après le match de samedi. Aujourd'hui, c'était une formation très déterminée, en tout cas une formation qui s'est battue et qui a réussi à remporter le nul. On a vu une domination assez totale des Cranes donc de l'Ouganda, mais au finish, ce sont les étalons qui arrachent le nul. Et bien sûr, c'est un très bon résultat à mon avis. Et on a vu également des garçons déterminés comme le portier Daouda Diakité, qui a fait plus de 60% en tout cas du match. Et le défenseur central, le général Bako, qui s'est battu jusqu'au bout. Les autres également. Et puis Trois-Pas qui a failli tuer tout un stade avec ce lobe qui est passé au-dessus de la barre transversale. Et c'est pour tout vous dire, ce sont des étalons qui se sont battus et ont produit, j'allais dire, un jeu acceptable ce soir donc à Kampala. Et Dabakini, quelle est la situation du groupe D, justement, le groupe des étalons? Ouais, le groupe des étalons, il faut dire qu'il y a deux leaders, mais finalement un seul leader, parce que le Burkina Faso est leader donc de ce groupe avec 7 points, en compagnie, pourquoi pas, de l'Ouganda, tout simplement ou mathématiquement, parce que nous avons le même nombre de points, le même nombre de points au goal average, mais les confrontations directes, nous les avons battues. Nous faisons donc 7 points. Le Burkina Faso est tout simplement premier, en tout cas de ce groupe D. Deuxième, c'est l'Ouganda. Maintenant, le résultat de Toumor et Poissonka doit donc nous désigner qui est troisième et qui est quatrième. Ce qui est sûr, en tout cas le Burkina Faso est sur la bonne voie de la qualification. Le plus difficile a été fait. Et maintenant, 2 matchs, j'allais dire, capitaux pour les protégés de Paolo Duarte. Il y a ce match de juin, je pense que c'est contre les Comores. Et puis nous recevons en dernier lieu le Botswana. C'est pour dire que les étalons gardent leur chance de qualification intacte. Surtout qu'à la maison, à Ouagadougou, on n'a pas l'habitude de faire des matchs. Merci à vous, Dabakini, à Salifou, Belém, nos envoyés spéciaux à Kampala. Merci pour toutes ces précisions. Depuis la suite de cette édition, 2 sujets retiennent l'attention des quotidiens du jour. L'ouverture de la 18e semaine nationale de la culture et la visite du président du Faso sur le chantier du district, de l'hôpital du district du secteur 30. La revue de presse est signée pour vous par Aimé Solange Guigma. L'ouverture de la 18e édition de la SNC est l'événement phare des quotidiens du jour. C'est parti donc pour la 18e édition de la Semaine nationale de la culture, titre Sidoya. Les 3 coups de tambour pour le top de départ a été donné par le Premier ministre, précise le quotidien. Plusieurs expressions, un seul objectif, consolider la cohésion nationale, note DNF. Un départ qualifié de renversant par l'observateur Palga, mais qui ne rassure pas Tahirou Bari et son équipe, relève le soir. Et pour cause, poursuit le journal, la cérémonie d'ouverture de la 18e édition s'est déroulée dans un stade vide, malgré la présence de plus hautes autorités.
Côté spectacle, décrit Notre Temps, rien à se mettre sous la dent, puis encore, la parade équestre a accouché d'une souris. Dans tous les cas, la 18e édition de la SNC s'annonce conviviale, rassure le journal. Autre actualité, autre réalité du pays, on apprend dans les colonnes du journal Le Pays le décès d'une dame et de son bébé suite à la cassure de la table d'accouchement à l'hôpital Yalagdo-Ouedraogo. Inadmissible selon le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré. Pendant ce temps, Roch-Marc Christian Caboret sommes dans les colonnes de la plupart des journaux du jour les entreprises en charge de la construction de l'annexe de l'hôpital Yalagdo au 7h30 d'accélérer les travaux pour l'ouverture prochaine de ce centre sanitaire. Car explique-t-il dans les colonnes de l'observateur Palga, il est important d'avoir des structures sanitaires adéquates pour pouvoir résoudre les problèmes de santé des populations. Il donne septembre comme délai de rigueur, indique aujourd'hui au Faso. Merci de nous avoir suivis. À demain.